C'est la première fois que je suis invité officiellement par le CEFRES et j'en suis très heureux. Je suis ici un peu en pays de connaissance puisque j'ai eu la chance, enfin, compliquée, de vivre dans ce bâtiment de Szczepanska 37 pieds. Mon appartement était là quand je faisais fonction d'attaché culturel. J'avais 23 ans, c'était complètement ridicule. Les gens me disaient, bah, je n'y pas ni attaché, mais ils regardaient un étudiant bizarre. Et voilà, donc c'est peut-être un début de réponse. J'étais un étudiant plutôt premier de la classe pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez. Et j'ai fait une petite carrière d'études exactement conforme à celle que mon milieu de la bourgeoisie catholique de Nancy, de l'Est de la France, demandait que je fisse, c'est-à-dire de devenir un agrégé de lettres qui avait fait du latin et du grec, etc. Et puis, je suis entré à l'école normale supérieure en me disant que ça n'allait pas, tout ça n'allait pas, qu'il fallait faire autre chose. J'ai essayé de faire de l'ancien français, c'était super, mais c'était aussi un peu ennuyeux. Et c'est là que j'ai rencontré Václav Hamet, qui était à l'époque cet écrivain important, bilingue, que vous connaissez, et qui était à l'époque rédacteur, traducteur pour la maison d'édition Odéon. On était dans les années 80, on était en plein dans le système tchécoslovaque bien dur. Et Václav m'a invité galamment à Prague en 1984. J'avais 21 ans et j'ai vu ce pays magnifique et incompréhensible. Bon, je suis rentré un peu frustré. Et puis, quelques temps après, j'ai passé l'agrégation de lettres. Et puis, on m'a demandé de faire mon service militaire. Je n'avais pas du tout envie de faire mon service militaire, mais à l'époque, on pouvait transformer son service militaire en service civil. Et on pouvait demander de devenir donc attaché culturel dans deux endroits. On m'a proposé deux endroits, Palerme et Prague. Ça commençait pareil, mais je me suis dit, quand tu seras vieux, tu iras en Italie. Donc maintenant, tu vas voir Václav Hamet à Prague et tu vas essayer de comprendre les choses. Donc j'ai vécu là, ici, et en fait, je suis tombé dans cette espèce de potion magique qui est la culture tchèque. J'ai servi d'attaché culturel dans un temps où les relations culturelles entre la France et la Tchécoslovaquie communiste étaient hyper compliquées, presque inexistantes. Et donc ça m'a donné plein de temps pour faire autre chose. Et en particulier pour apprendre le tchèque, un peu à la diable. Et puis, tu m'arrêtes parce que, oui. Donc j'étais là au deuxième étage. Il y avait une certaine Madame Boudilova qui me conseillait et me surveillait un peu. Et il y avait aussi une armoire forte en fer. Donc c'était un coffre-fort, mais je savais l'ouvrir. Et donc je l'ouvrais de temps en temps et je suis tombé sur des livres très étranges qui étaient assez moches et assez beaux. Et en fait, c'était des samizdat. C'était l'édition samizdat des œuvres de Jakub Demel, qu'un faiseur de samizdat ou qu'un ami des faiseurs de samizdat avait confié à l'ambassade pour que l'ambassade l'a transmis discrètement à Jan Vladislav. Et puis personne ne l'avait fait. Et donc les œuvres de Demel étaient là. Et j'ai commencé à lire, à ouvrir ces livres qui étaient très compliqués à lire parce que d'abord c'était du tchèque très difficile, et puis surtout c'était des livres extrêmement gris. Hein. Et donc voilà. Et ça m'a enthousiasmé. J'ai trouvé que cette expérience de
d'une certaine beauté qui ne se donne qu'à regret. Hein, la beauté d'un texte édité dans le Samizdat, il faut un petit peu la chercher. Hein. Mais que ça ressemblait un peu au paysage tchécoslovaque de l'époque, ce pays gris, un peu sinistre, qui avait une sorte de charme sépulcral. Et qui en plus nous offrait un paysage marqué par le baroque, chose qu'on connaît pas très bien ou surtout qu'on comprend mal en France. Et donc, comme vous le savez, le baroque, c'est l'union de la lumière et de l'ombre. Et j'ai fini, de façon pas théorique, plutôt pragmatique, par comprendre que cette griseur, ce côté sinistre qui nous entourait, et qui était vraiment sinistre, enfin, il y avait vraiment des gens qui vivaient mal, cachait une sorte de lumière paradoxale. Et donc j'ai compris que c'était un peu mon destin à moi, de me lancer dans cette lumière grise. Merci beaucoup, Xavier. Je rajouterai en passant que cette histoire de coffre-fort ne fait que rappeler un autre marginal essentiel de la culture tchèque, dont les manuscrits étaient cette fois-ci cachés dans le coffre-fort de la Banque nationale tchécoslovaque par Václav Havel, et je pense à Ladislav Klima, ce qui va bien dans le sens. Aussi des dérives de vos amours littéraires. Et quand on est au long à la lumière, au baroque, est-ce que je voudrais vous demander, chers amis, maintenant vous voiement, quelques mots sur cet ouvrage qui résume un peu les meilleurs de tout ce que vous avez produit de ces 30 dernières années, depuis 1984 à aujourd'hui, en fait, sur la culture tchèque, tchécoslovaque et centre-européenne. Ouvrage Znaky a Přízraky, donc signe dépourvu de préface, je note, et qui plonge le lecteur directement dans les grands thèmes de vos recherches, agencés en 4 parties. La première s'intitule Parole, geste, silence. La deuxième, Relations centre-européens grave. Puis la troisième, sur un mode héroïque-comique. Et la quatrième, quand elle concerne les traductions et transferts. S'il ajoute enfin le grand entretien avec Juppel, la tête en première, j'aime pas, donc on a déjà parlé. Pourriez-vous donc, en guise de la préface que vous n'avez pas écrite, chers amis Gamish, expliquer cette opposition aussi belle que mystérieuse, qui constitue la première partie de votre titre, à moitié sémiotique, à moitié métaphysique, en un mot content de vous derrière signe et spectre. Alors, signe et spectre, en tchèque, ça se dit Znaky a Přízraky. Et Znaky a Přízraky, c'est exactement l'exemple de ce que la rhétorique appelle une paronomase, c'est-à-dire une parenté de mots, qui est une parenté de hasard, hein, qui n'ont pas d'origine étymologique, mais qui font sens. Et pour vous dire la vérité, j'aime beaucoup les paronomases. Je pense que la poétique, par exemple, de Bohuslav Reinek repose sur l'art de la paronomase. Et c'est donc quelque chose de mystérieux, comme si la langue parlait elle-même, faisait les rapprochements poétiques d'elle-même. La vérité est un peu plus lamentable, c'est que très longtemps, j'ai voulu, dans les présentations, les colloques où je bégayais en tchèque, parler des choses qui étaient příznačné, c'est-à-dire caractéristiques. Et en fait, à chaque fois, je faisais le lapsus et c'était toujours přízračné, c'est-à-dire fantomatique. Et donc, les gens riaient et je me disais, mais mon Dieu, quel est le diable qui pèse sur ma bouche sur ma langue pour qu'elle fourche à ce point. Et donc, je pense, alors pour répondre sur le contenu, je pense que je suis de formation et je dirais de tempérament plutôt du côté de la přízračnost, c'est-à-dire du fantôme et du spectre. M'intéressent les auteurs, je vais remontrer la liste
des articles de la première partie, comme Jakub Demel, Vladimir Holan, qui encore Jezina. En ce moment, je publie les lettres de Anna Pamrova à Ottokar Jezina. Donc, ce que l'on peut appeler la littérature post-romantique, post-symboliste, métaphysique, spiritualiste, et difficile en fait à trouver la bonne étiquette en histoire de la littérature, mais cette littérature qui montre que contrairement aux stéréotypes, la culture tchèque, même si elle est profondément marquée par la sécularisation depuis le début du protestantisme, a ce que Peter Král appelait une appétence métaphysique. Et donc, j'avais aussi l'idée que c'était un peu le rôle des bohémistes étrangers de rappeler cette contradiction de la culture tchèque qui se donne souvent comme une culture plutôt rationaliste, positiviste, très marquée par la culture positiviste du XIXe siècle, qui en a fait presque un fondement idéologique de la première Tchécoslovaquie, et qui, malgré tout, continue, sous des formes souvent non religieuses, ou en tout cas non ecclésiales, à cultiver une sorte de soif de, disons, d'au-delà. Et donc ça, c'était le Přízračno, et je pense que il faut rajouter aussi que c'était des auteurs Demel, Klima. Il faut que je rajoute Josef Váchal, auquel je me suis beaucoup intéressé dans les années 90. C'était des auteurs qui étaient à moitié interdits dans les années 80 et qui, du fait même de leur interdiction, avaient un pouvoir d'aimantation extraordinaire sur le public que je voyais, c'est-à-dire des gens qui lisaient des samizdat et qui cherchaient une sorte de vérité. Et donc, je me suis pas mal, au début, focalisé là-dessus. Mais, pour revenir à Znaki, quand même, la culture tchèque ne se laisse pas faire. Je pense que si j'avais été, par exemple, attiré par la culture polonaise, je me serais satisfait de cette veine métaphysique. Et les Polonais en auraient été bien contents. Mais les Tchèques sont aussi restés des rationalistes et surtout des analyticiens. La pensée critique, la pensée analytique, le formalisme esthétique, qui va jusqu'au structuralisme, est une sorte d'autre fleuve de la culture tchèque depuis le XIXe siècle. Et vous ne pouvez pas, même en dépit de vos préférences, vous ne pouvez pas devenir spécialiste de cette culture sans essayer de tenir les deux. Voilà. Et donc, au hasard des collaborations, bon, je suis chercheur, enseignant-chercheur, j'ai travaillé avec des collègues, des sémioticiens, des spécialistes d'esthétique, et ça m'a mené vers cette tradition du Znak. Hein. Alors voilà, le livre, c'est une somme, enfin, en tout cas, l'addition de 38 textes publiés entre 2003 et 2022 peut-être, ou peut-être 23, et qui hésitent entre les deux. Et je pense que c'est un peu baroque, un peu Znak, un peu Přízrak. Merci beaucoup Xavier. En fait, tu m'as répondu à la question suivante. Comme tu les connais, les interprètes le connaissent, vous devez peut-être passer par cette. J'ai oublié quelque chose. Merci. Znaki a Přízraky, donc signe et spectre, c'est un hommage à un ouvrage que tout le monde doit connaître, et si vous ne le connaissez pas, il faut le lire demain. Il y a un ouvrage du peintre et penseur polonais, Józef Czapski. En polonais, c'est Tumult et Widma, et qui se traduit donc en français Tumultes et spectres. Tumultes et spectres, c'est son témoignage sur le XXe siècle. Et donc, c'est
Chapsky a été quelqu'un qui, dans les dernières années, m'a beaucoup occupé et qui est une sorte de témoin lucide et créatif des horreurs du XXe siècle. Alors, il y avait aussi l'idée que le XXe siècle, c'était effectivement le siècle du Znak, hein, de la pensée et de la théorie sur la représentation, sur la sémiotique. C'était aussi le siècle qui avait dû affronter des fantômes pas toujours très inspirants. Merci beaucoup, Xavier. Ce compliment, qu'en complément, pardon. Compliment aussi à Chapsky. Polonais sans doute. Je me permettrai une digression, mais elle est tout à fait au cœur de ce que vous venez de dire, parce que Chapsky, pour rappel, était ce peintre dans l'entre-deux-guerres, émigré à Paris avec tout un ensemble de jeunes artistes polonais, qui ensuite, en tant qu'officier de l'armée polonaise, a été interné et a miraculeusement survécu au camp de Katyn, où 16 000 officiers polonais étaient fusillés par la NKVD dans les années 40, et interné dans les camps de Gryazovets. Certains des officiers qui ont été miraculeusement sauvés se donnaient des conférences mutuellement, et Chapsky était capable de restituer de tête et raconter en français à ses co-détenus la recherche de Marcel Proust. Et pour en arriver au cumul des spectres, il a également laissé tout un ensemble de dessins préparatoires reconstituant l'univers de Proust à travers l'image et justement des schémas qui ont été publiés en français. Ça s'appelle Proust contre la déchéance. Donc précipitez-vous vers Chapsky, parce que des signes des spectres, il y en a. Et j'aimerais peut-être revenir à un nom qui n'est pas encore apparu en sortant un peu. Vous n'avez pas mentionné Roland sur la liste, et parmi les auteurs. Et je tiens à rappeler que vous êtes l'auteur d'une monographie sur l'œuvre de ce dernier, paru en français et en tchèque, sous le titre Le bibliothécaire de Dieu, Bibliothèque à Ashbora. Pourquoi Pourquoi je l'ai oublié? Oui. C'est ce qu'on appelle un lapsus. Effectivement, donc, Vladimir Holan est un auteur incompréhensible. Et vraiment, je vous souhaite bien du courage si vous le lisez. Mais ce que j'ai remarqué, et tout le monde m'en parlait, c'est comme un peu l'auteur canonique, mais l'auteur canonique sombre. Et tout le monde me disait, tu vas voir, c'est super, tu vas rien comprendre. Et en fait, oui, je ne comprenais rien, mais c'était pas toujours tout à fait super. Et j'ai fait cette expérience avec Peter Clark, qu'on a lu une fois en bilingue des textes de Roland. Je pense les textes bien connus, Bolest et donc Douleur et La nuit avec Hamlet. Et je me suis aperçu que le texte tchèque était difficile, mais qu'il était porteur d'abord d'une sorte de part comique, de héroïque comique précisément, qui disparaissait pas mal en français. Mais surtout que la traduction française portait, c'est-à-dire aggravait la dimension noire du texte. C'est-à-dire, pour le dire autrement, que le texte de Roland, qui est toujours un texte tragique, en gros, Roland essaye de comprendre le mystère du mal qui, je le cite, remonte la moelle épinière de l'humanité. Donc c'est pas très marrant comme programme, mais il l'a fait à la bonne époque. À l'époque où il fallait vraiment poser la question, les années 60, 70, etc. Mais le texte français était absolument désespérant. C'est-à-dire que la part de miséricorde qui existe dans le texte tchèque disparaissait. Et cette mutation très extraordinaire qui était due à la traduction m'a vraiment troublé. Et donc je me suis lancé dans la lecture de Roland. Aussi, je l'ai dit à Eji Pellan dans l'entretien que tu as mentionné tout à l'heure, je me suis souvent donné un peu des défis pour mon activité et puis aussi pour les cours aux étudiants. Tu ne comprends pas, donc tu vas en parler. Hein.
Et avec Jan Rubeš, ici présent, on a organisé un colloque sur Roland, qui m'a permis en fait d'avoir un peu des clés. Et je me suis lancé dans la rédaction d'une sorte de, en fait, de chitanka, de livre de lecture commenté des textes de Roland, qui a donné ce bibliothécaire de Dieu, qui a surtout un très beau titre, mais le titre n'est pas de moi, c'est du Roland. Et il a été donc traduit. Que vous dire le grand mystère de Roland, c'est que c'est donc cet auteur qui, à mon avis, est la meilleure preuve de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la persistance de la veine métaphysique dans la culture tchèque, malgré tous les stéréotypes sur la sécularisation de cette culture, que c'est un auteur incompréhensible et que c'est, par ailleurs, l'écrivain tchèque qui a été le plus souvent traduit en français. Hein, je me suis amusé dans le livre à faire la bibliographie j'en ai sûrement raté, etc., de toutes les publications en français, tant en volume qu'en revue, et c'était de très loin le plus. Alors, bon, on peut appeler ça un monstre, mais un monstre sacré. J'aimerais qu'on passe à un autre grand thème de vos travaux, bien reflété par l'ouvrage, à savoir la multiculturalité, ou les multiculturalités. Je rappelle que vous avez consacré votre thèse d'État aux enjeux du bilinguisme dans les lettres de Bohème, que dans ce volume, un beau texte a été dédié notamment au paradoxe de la multiculturalité de Prague. Un autre texte qui personnellement je chéris beaucoup explique la déclinaison toponymique en figure d'espace multiculturel en Europe centrale. J'aimerais vous demander tout d'abord d'où vient cette sensibilité, qui est la vôtre. Est-ce un héritage de la Lorraine et du Jura, de vos origines? Et quel regard portez-vous sur les multiculturalités d'aujourd'hui, dans cette partie de l'Europe faisant face aux bouleversements divers, mondialisés, nomades et soumis à nouveau à la guerre à quelques centaines de kilomètres d'ici? Je pense non seulement aux migrations éducatives, mais également aux vagues d'expatriation, de délocalisation, mais aussi et surtout peut-être à l'arrivée massive de millions d'Ukrainiens et Ukrainiennes. Merci pour cette réponse qui en contient 12, question qui en contient 12. Donc je vais essayer de répondre dans l'ordre. D'abord, un point de vue de prof. J'ai été nommé professeur sur un poste de bohémistique et je n'ai pas fait de bohémistique. Quelques années après ma nomination, à la place de Hanna Jehova, j'ai sacrifié la bohémistique à la Sorbonne parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça ne marchera jamais. C'est trop difficile d'animer une bohémistique à l'étranger. Donc des études tchèques à la fois complètes, linguistique, littérature, etc. Et sur le long cycle, quand vous avez 3 ou 4 étudiants par an qui persistent dans l'étude, ça ne va pas. Donc, et en plus, c'était les années 90, les joyeuses années 90 qui aujourd'hui nous apparaissent comme une sorte d'îlot historique merveilleux où tout était possible. Bien sûr qu'il fallait redécouvrir, c'est la réponse à la deuxième question peut-être, la multiculturalité de l'Europe centrale, de la Bohème, qui avait été particulièrement malmenée dans les mémoires. Donc, bien sûr, la question de l'ancienne coexistence de ce que Werfel appelait les 3 âmes de la Bohème, c'est-à-dire l'âme tchèque, l'âme allemande, l'âme juive. Et j'y étais un peu préparé puisque, en fait, j'avais fait un premier travail sur le bilinguisme tchéco-allemand chez Jakub Demel. Et donc, je me suis intéressé à cela et à ce que ce passé complexe introduisait d'incertitudes, finalement, dans les contours de l'identité culturelle. Je pense que la culture tchèque est une culture fragile. Kundera parle d'une culture qui est marquée par la nesamozřejmost, son caractère non évident, et je pense que il faut faire de misère vertu, znouzecnost.
cette fragilité même est une fragilité d'abord belle, qui confronte les individus à leur propre finitude, et il y a bien sûr quelque chose là-dedans de métaphysique, mais même du point de vue culturel. La culture tchèque est capable de montrer aussi ses limites. Hein. Et souvent, voilà, je trouve qu'il faut rappeler cela. Cette mutation, donc pas de bohémistique, mais plutôt des études centre-européennes, moi je l'ai menée assez loin, puisqu'effectivement, tu l'as rappelé, j'ai essayé de systématiser à la Sorbonne un cycle d'études centre-européennes qui est assez difficile, où on demande aux étudiants, il y en a un là derrière qui pourra témoigner, d'apprendre 2 langues. Et celui-là qui se cache derrière, il apprend, je vous le donne en mille, le tchèque et le hongrois. Hein, c'est un beau programme. Donc il y a de ça, c'est donc une réalité institutionnelle. Pour moi, c'est une réalité sans doute personnelle, c'est-à-dire que pour des raisons internes, je me sens comme un être clivé j'aime beaucoup les images de double. Et j'ai toujours, quand j'étais petit, je ne vais pas trop parler de ça, mais je vous raconte ça. Quand j'étais petit, je chantais. J'étais petit chanteur dans un chœur. Et à un moment donné, on ne savait pas si j'étais soprane ou alto. Et moi, je leur dis, mais ça, je sais faire les deux. Et en fait, toute mon enfance, je me suis dit que je pouvais chanter à 2 voix. Et alors, c'était faux. Non, je chantais juste, mais cette idée-là était fausse. Et donc, je suis un peu hanté par les différentes façons que l'homme, en particulier à travers la culture, peut trouver d'être lui-même plusieurs, ou au moins 2. Et le bilinguisme vous aide à ça, n'est-ce pas? Bon, voilà, je pense que c'est la grâce amère de ma génération qui a quand même vu la fin du communisme et qui a donc vécu cette fête des années 90, d'avoir pu aussi institutionnellement et aussi grâce à l'Union européenne mettre en avant le multilinguisme comme une sorte de réalité qui traverse les sociétés, les familles et donc aussi les individus. Les individus complexes n'ont pas à rougir de leur complexité. Parfois, ils parlent mieux une langue que l'autre, mais c'est vrai qu'on le sait bien, quand on parle, autant on parle de langue, autant de fois on est un homme. Et donc, ça fait du bien à dire. Et ça fait du bien à dire aussi dans un contexte, je le dis, cher Mathéouche, d'anglicisation absolument monstrueuse de tout le monde communicationnel. Voir les colloques divers qui sont annoncés dans plusieurs langues, mais qui se passent tous en anglais. Ça me fait un peu mal au cœur. Cette pluralité, j'essaye de répondre à la dernière question, c'est un peu difficile. Cette pluralité, elle était évidente dans les années 90, elle était évidente sous le signe de ce que l'on a appelé otevřená společnost, la culture, la société ouverte. Et je crois que là, on a raté quelque chose. Et nous sommes tous co-coupables, nous qui avons vécu et qui avons été décisionnaires dans les années 90, d'une sorte de, peut-être d'angélisme, où on a pensé qu'une société à la fois plurielle et harmonieuse allait naître toute seule. Je pense qu'il fallait un peu l'aider. Et en particulier, puisque tu parles de l'Ukraine, je pense que nous avons raté la sortie du communisme. J'étais très proche de Jan Vladislav, qui était donc ce chartiste tchèque qui avait émigré en France et avec lequel j'ai eu une belle relation, enfin qui m'a beaucoup aidé et appris de choses. Et il m'a expliqué cela, que la fin du communisme avait été ratée parce qu'on n'avait pas fait de procès de Nuremberg du communisme. On n'a pas osé ouvrir les dossiers et rechercher les culpabilités. Ne serait-ce que pour les dire. J'avais des amis polonais qui me disaient « nous ne voulons pas régler des comptes, mais avant de tourner la page, il faut la lire ». On n'a pas lu vraiment cette page, on l'a tournée rapidement, on a fait du commerce, on a vu les oligarchies s'instaurer,
Et je pense que la guerre que nous vivons malgré tout, tous ensemble, maintenant, est un peu sortie de cette démission. Et donc, bien sûr, c'était bien de découvrir la la multiculturalité, le multilinguisme dans la fête des années 90, mais nous n'avons pas pris notre part de responsabilité civile qui, à mon avis, lui était associée. Merci pour ces éléments. Enfin, tu m'amènes en fait à une prochaine question. Euh, Dans le cas de la Pologne, on parle de deux choses, par exemple. D'une part, pour les phénomènes que tu viens d'évoquer, on parlait, Georges Schmitt, notamment le politologue, parlait de péché originel, en reprenant la métaphore biblique pour dire le péché originel de ce nouveau État de l'Europe centrale orientale et la Pologne. En particulier, il y a justement le manque d'un quelconque règlement de compte symbolique très fort, avec le passé communiste et cette fameuse idée des grandes trêves la combacresque par laquelle on sépare le passé, pour se focaliser justement sur la transformation économique, modernisation et sur ce que Andrzej Leder, l'autre philosophe, appelle à son tour les 30 glorieuses de l'Europe centrale. 30 glorieuses qui ont certes amené de la prospérité économique, d'une part, mais d'autre part aussi dissout un peu l'idée du groupe au fil des profils individuels et individualistes et bien connu à la fois en Occident qu'en Europe centrale actuellement. Et toi qui as assisté à ces années 90, ces transformations, toi qui as consacré la monumentale étude, la passiflore fanée notamment, dédiée à la traduction et à la réception de la littérature tchèque, comment tu perçois la place de cette culture-là aujourd'hui, partons de ton étude notamment, dans le concert des cultures européennes, mais dans la multitude du monde aujourd'hui? Alors, on parle bien de la culture tchèque, n'est-ce pas? Donc, la question, c'est quelle est la place de la culture tchèque aujourd'hui? Et il faut peut-être parler, je pense que cette question, elle est un peu liée à la troisième partie du livre qui s'appelle Traduction transfert. Donc, on peut analyser cette question-là à partir de la question de la traduction. Je me suis pas mal occupé de la traduction d'un point de vue inverse des Tchèques qui souvent s'intéressent à la traduction du français en tchèque. Et donc je suis aussi, j'ai été marqué au début par une idée courante qui à mon avis était un stéréotype que les petites nations et les petites cultures, il faut bien sûr mettre des guillemets à petites, étaient plus intéressés par la question de la traduction que les grandes. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve. Et donc, par exemple, les Français ne s'étaient pas tellement intéressés à l'histoire de leur traduction. C'est-à-dire, avaient toujours considéré que la traduction était une activité ancillaire, disons utilitaire. En fait, j'aimerais bien citer un extrait du roman de Libouché-Monikova, La façade, qui fait dire à un de ses personnages Od jedni řeči k druhý je pro obě strany stejně daleko. D'une langue à l'autre, pour les deux parties, la distance est toujours la même. Ce qui veut dire que pour passer du français en tchèque ou du tchèque en français, il faut faire le même effort. Et je pense que, en fait, la question de la traduction, et en particulier la traduction d'autres langues vers le français, a été précisément un des enjeux d'études de ma génération. Il suffit de lire les très grandes synthèses qui ont été publiées cette dernière décennie sur l'histoire des traductions en français depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc je pense que là, il y a un travail de rééquilibrage à faire. En fait, cette question de traduction qu'on croyait importante seulement pour, disons, les périphéries culturelles, sont vraiment des questions centrales, même pour les cultures dominantes, bien sûr, dans le contexte européen.
Et donc, et ça, je pense que c'est vraiment un acquis de notre génération. Et je pense que le travail a été fait, et bien fait. On peut penser aux ouvrages de Gisèle Shapiro et d'autres. La question, en fait, est plus difficile pour la littérature tchèque. Et donc là, peut-être un peu d'anecdotes, parce que vous en avez peut-être assez de mes considérations si générales. Quand j'ai été dans les années 90, il ne se passait pratiquement pas un mois où l'on ne me proposait quelque chose à faire sur la culture tchèque. Une expo, un article, un livre, etc. Les pays de l'Europe centrale sont entrés dans l'Union européenne en deux vagues au cours des années 2000 et de façon spectaculaire, mais vraiment spectaculaire. L'intérêt pour ces pays à moitié exotiques est tombé en un an, en 2 ans. Et je l'ai vécu dans ma peau, puisque au bout d'un an ou deux, donc on était dans les années 2007-2008, une proposition de livre tous les 2 ou 3 ans, voilà, une sorte d'invisibilisation même de la spécialité. Et c'est quelque chose que l'on remarque tout à fait du point de vue statistique quand vous étudiez l'évolution des traductions, du nombre des traductions concrètement du tchèque en français. Bon, il se trouve que j'ai préfacé une très grosse bibliographie des traductions du tchèque en français qui a été établie par la Bibliothèque de Moravie il y a 2 ans. Et donc, je me suis posé vraiment la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 pour que ces cultures, je pense qu'on pourrait faire le même constat sur la culture, sur des cultures voisines, la culture hongroise par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer cette espèce de désamour, voilà, cette chute d'intérêt? Et donc, je pense qu'il y a un phénomène d'unification, c'est-à-dire c'est un effet pervers de l'unification. J'ai appelé ça l'indifférenciation, c'est-à-dire que j'entends dans 2 acceptions, la montée de l'indifférence, hein, et aussi, d'une façon un petit peu comme un jeu de mots, le fait que les gens, les sociétés et les cultures ont cessé d'être différents. Hein. Ils se ressemblent trop. Avant, je me souviens bien quand j'étais enfant, l'idée d'un Tchèque, c'était super incompréhensible, c'était même presque inimaginable. Aujourd'hui, voilà, et donc c'est un peu la monnaie de retour de l'unification. Je pense en fait que cette crise de la curiosité mutuelle, donc, qui est le fait de cette indifférence qui s'est quand même installée dans les esprits, elle est peut-être due à des mutations technologiques, la massification et puis Internet, etc. peut-être. Mais il y a eu un effet de cette image de gens qui étaient finalement trop proches de nous pour être complètement intéressants. Et il me semble, je finis là-dessus, que cette évolution, elle est en train de passer. C'est-à-dire on a vraiment touché le fond dans les années 2010, à la fin des années 2010, et que en ce moment, peut-être du fait de cette grande recomposition civilisationnelle qu'apporte aussi la guerre, il y a une sorte de retour à une appréciation, je dirais, un peu prudente, mais peut-être aussi morale, de la nécessité de se savoir entourer de cultures étrangères et de les connaître un tant soit peu. La crise des curiosités mutuelles, une de ces formules parfaite qui est une question parfois dans une vision plus large. Et il y a un sujet qui nous réunit dans cette discussion auquel j'aimerais qu'on s'attarde en moment. Un sujet évident qu'on a mentionné déjà, c'est évidemment la migration massive russe dès l'Ukraine
Un des aspects de ton parcours peut-être moins connu sont tes engagements pendant les années 90 au cours de guerre en ex-Yougoslavie. Tu étais particulièrement engagé à cette époque-là. Nous, à Prague, nous venons d'avoir un grand dialogue européen face à la guerre organisée par l'Institut français de Paris avec plusieurs partenaires, avec la raison pour ça, la prix Nobel ukrainienne qui était là avec nous. Quel regard portes-tu, toi, avec ton expérience et tes engagements des années 90, sur cette violence qui qui amène des changements paradigmatiques peut-être, qui réveille différentes tutelles françaises par rapport à la région qui nous intéresse, mais qui est également un drame, une plaie béante. Alors, j'entends une petite musique depuis 2-3 mois, fait peut-être, disons, symboliquement depuis le discours du président Macron à Bratislava, où tout d'un coup il a trouvé bon de citer Kundera et de rappeler à combien l'Europe centrale était indispensable à l'Union européenne. Effectivement, il y a une sorte enfin à mon avis, tout simplement de retour de bon sens, de se dire que nous sommes engagés dans l'aventure de l'Union européenne et qu'on ne peut pas continuer dans un système où l'on méconnaît à ce point les cultures qui composent le centre de l'Europe. Cette appréciation plutôt optimiste, en général je ne suis pas très optimiste, ceux qui me connaissent le savent bien, et bien sûr absolument se dissipe automatiquement quand on pense à tout ce qui se passe et tous les jours et tout ce qui va se passer malheureusement pendant de nombreux mois, en tout cas à l'est de cette région-là. Il y a une sorte de, je dirais, d'épreuve du feu qui nous requiert bien sûr en tant que société qui devons assistance aux nations agressées, mais qui est aussi une épreuve du feu, je dirais, de la connaissance, et qu'on ne fera pas l'Europe rénovée sans un peu d'éducation, et d'éducation, je dirais, presque civique sur les différentes cultures dont tu parles. Mais malgré tout, parce que je suis un peu dialecticien quand même, je suis optimiste. Et je n'arrête pas de dire, je fais partie d'un laboratoire de recherche à Paris qui est quand même très majoritairement peuplé de Russes, Ukrainiens ou de spécialistes de la Russie, de l'Ukraine. Moi, je leur dis, nous allons assister un jour à la naissance de la Russie démocratique. Et je me souviens, dans les années 80, oui, je vous vois lever les yeux au ciel, je me souviens de la fin des années 80, avant 89, où j'étais intimement persuadé de la fin du communisme. Et tout le monde levait les yeux au ciel. Donc j'espère que l'analogie marchera. Si tu veux, on pourrait revenir à un moment où j'ai vu un peu d'inspiration. Et pour en parler en termes plus fantomatiques, on parlait des mots. On a parlé des mots thèmes, mais on n'a pas tellement parlé des objets, des textes, que ce choix n'inclut pas. Je pense notamment à la figure qui est si chère dans des guides dans les contrées de l'Europe centrale que William Luther, pourquoi il pourrait prendre dans ses textes, deux travaux consacrés à l'histoire des idées, et notamment au Stanislas. Donc il est à toi de nous raconter un peu ce qui n'est pas dans ce livre, je sais peut-être dans un jour, Caroline bien. Bon, et, enfin, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses. Je voudrais en profiter quand même pour dire que le volume, c'était d'abord bien sûr un honneur de la part que me faisait la maison d'édition académique Carolinum. Je voudrais remercier intensément Adela Petrujelkova, grâce à qui s'est cachée et grâce à qui ce livre n'existerait pas. Il a fallu... En fait, l'idée, c'était quand même de rendre accessible en tchèque
beaucoup de textes qui existaient plutôt en français, mais aussi dans d'autres langues. Donc il y a eu aussi un travail important de traduction. Il faut remercier Jean-Gaspard Palenicek, Łukasz Prokop, d'autres qui ont traduit ou qui avaient déjà traduit ces textes avant, et grâce à qui c'est un ensemble effectivement à la fois très varié, peut-être un peu orienté à la fois, vous le voyez ici, sur la question de la multiculturalité et du contexte centre-européen, qui me semble quand même toujours un peu sous-estimé dans le monde académique tchèque. C'est-à-dire que je suis toujours un peu étonné du fait qu'on peut encore faire des études sans faire systématiquement des études comparatives. J'ai beaucoup, par plaisir aussi, insisté sur les aspects de la culture héroïque-comique, parce qu'il me semble que c'est vraiment un des éléments de continuité culturelle depuis la fin du XVIIIe siècle, qui est un peu... Enfin, c'est surtout cette profondeur historique qui me paraît souvent un peu méconnue dans les études. Mais bon, il y a deux choses effectivement qui manquent. Donc, parce que aussi, il fallait faire un choix, et que je me disais qu'il y avait des textes qui existaient déjà de moi aussi en tchèque, et donc qui n'étaient pas forcément à inclure dans le texte, dans le livre. Donc il s'agit des études d'histoire des idées. J'ai la chance à Paris, à la Sorbonne, de diriger un séminaire d'histoire des idées, où on a par exemple travaillé sur la question de réalisme et idéalisme en Europe centrale et orientale. On a parlé de la question des cultures de guerre, pour revenir au sujet précédent. Et on a, depuis maintenant 4 ans, un séminaire d'histoire des idées, j'insiste sur ce fait, sur l'histoire du samizdat. Et ça m'a donné l'occasion de publier avec des collègues, Luba Jorgensen et Hélène Camarade, un livre qui est, je crois, le premier en français sur le phénomène du samizdat. Certaines personnes dans la salle y ont participé à ce livre collectif. Et il faut simplement dire les choses. En France, quand vous dites samizdat, même à des gens cultivés, pour 9 personnes sur 10, ça ne veut rien dire. Donc il y a vraiment un travail peut-être d'acculturation, d'éducation, et j'assume totalement ce travail que certains peuvent juger comme de la popularisation, voire de la vulgarisation. Notre travail, c'est aussi de faire cela. J'ai contribué, je pense que le livre n'est pas très connu ici, et c'est dommage, à un dictionnaire des penseurs d'Europe centrale, qui a été initié par Chantal Delsol et Johanna Nowicki, qui est paru il y a 2-3 ans, où on avait fait ce qu'on appelait un Yalta de la pensée européenne, c'est-à-dire qu'on avait reçu par pays un certain nombre de noms d'auteurs potentiels et de notions sur lesquelles faire écrire des rubriques de dictionnaire. Et pour votre information, les Tchèques avaient reçu 40 noms d'auteurs et 12 notions, et les Slovaques 10 noms d'auteurs et 3 notions. Voilà. Donc c'est aussi le caractère cruel de Yalta. À un moment donné, il faut couper le savoir. Mais je pense que ce travail-là, il est fait, et je pense que c'est assez intéressant. En tout cas, c'était très intéressant à faire. L'autre manque, bien sûr, c'est l'absence quasiment de William Ritter, mais auquel j'ai consacré 2 livres, dont un catalogue d'exposition en tchèque. C'est une exposition un peu compliquée, parce que c'était une exposition qui avait été projetée par Zapadočeská galerie, donc la galerie de la Bohème de l'Ouest de Plzeň, avec une belle exposition magnifique. On avait fait un choix merveilleux, mais l'exposition n'a pas eu lieu à cause du Covid, donc trop triste, et il en reste quand même un catalogue. Donc peut-être pour finir, William Ritter, personnage totalement improbable, totalement marginal, que personne ne connaît et dont je m'occupe depuis maintenant 30 ans, car il a été le premier journaliste francophone à s'intéresser systématiquement à toutes
la zone qui m'intéresse sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe centrale. C'est-à-dire, elle a commencé par la Roumanie, puis s'est intéressée de proche en proche à la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie, qui était à l'époque hongroise, la Bohème, etc. Et Ritter était un critique d'art et de musique. C'est par exemple lui qui a popularisé pour la première fois les connaissances sur Mahler, qu'il connaissait et avec lequel il a eu une très intéressante correspondance. Cette région, il ne l'appelait pas du tout l'Europe centrale, il l'appelait l'Orient slave. Et il expliquait tout de suite que dans cet Orient slave, il y avait plein de non-slaves. Il était assez, à part le fait qu'il était vraiment très très réactionnaire et un antisémite à couper au couteau, il était assez lucide sur ces phénomènes de multiplicité ethnique et culturelle. C'est quelqu'un qui est toujours quelqu'un d'assez insupportable, mais qui a connu énormément de monde. Il a été, pour la petite histoire, l'un des professeurs du jeune Jeanneret, qui devait devenir Le Corbusier. Donc c'est lui qui dessine l'itinéraire du voyage idéal qu'il faut faire dans l'Orient slave, de Berlin jusqu'à Constantinople. Et c'est grâce à Ritter que Le Corbusier a découvert des types architecturaux populaires qu'il a ensuite reproduits dans son architecture avant-gardiste. Il y a quelque chose d'un ordre des rencontres, d'une sorte de divine grâce qui tourne autour de ce personnage. Jerzy Pellan l'a comparé dans une critique qu'il a faite de mon livre en français à D'Annunzio, un personnage de lumière et d'ombre, et parfois même aussi de boue, et qui aimait aussi les aventures. Et donc, pour que quand même on en parle un peu, ce qui m'a poussé à aimer William Ritter, c'est qu'il aimait en Europe centrale non seulement les cultures étrangères, mais les beaux garçons. Et il a eu, je pense, un grand nombre d'aventures avec des beaux garçons roumains, slovaques, tchèques. Et il suffit de lire les 40 000 pages de son journal inédit pour les découvrir. Déposé à la Bibliothèque nationale slovaque à Martin, nous mettre 8h30 à 14h30. Donc il faut vraiment avoir du courage. C'est autre question. Autre question qui n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. Pas sur les textes qui existent, pour qu'on passe enfin en poulailler aussi. Livre fantôme. Quelles sont les ratures, on était censé le dire en fait, de ces volumes, mais quels sont surtout les projets des livres à venir, aux livres qui résulteraient, qui sont un peu esquissés par le texte que contient ces volumes et que tu aurais aimé terminer, développer? Alors, je pense que le livre fantôme, c'est effectivement le livre qu'on n'écrira pas, qu'on aurait dû écrire. Et je pense que le grand livre, Evangeliaste, qui est ici, le sait bien, que j'aurais dû écrire, c'est le livre génial de 400 pages que personne ne lirait sur la tradition héroïque-comique, considérée du point de vue du comparatisme centre-européen. Je vous donne un seul exemple. Vous connaissez le personnage de Momus, ou Momos en grec, qui est le petit dieu de la satire, qui est un personnage important dans les dialogues de Lucien. À partir de la fin du XVIIIe siècle, un peu partout en Europe centrale, vous voyez fleurir. Donc c'est ce petit personnage, vous savez, qui fait la grimace, souvent dans les bandeaux des journaux humoristiques et satiriques du XIXe siècle. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, un peu partout en Europe centrale, apparaissent dans les textes ce que l'on appelle les néo-momus, les nouveaux momus. C'est donc ces espèces de métamorphoses
de réincarnation moderne de ce personnage antique. Et alors, ils apparaissent par exemple aussi dans la culture, à la fin du 19e siècle, des cabarets. Il y a plein de cabarets à Varsovie et un peu partout dans l'Empire qui s'appellent Momus. C'est typiquement le genre de réseau, de signes, à la fois littéraires, mais aussi sociaux, hein, quoi de plus social qu'un café littéraire, dont il faudrait écrire l'histoire. Voilà, ça je pense que, je suis désolé, j'écrirai pas le livre. Et l'avantage, pour finir sur Zdenki et Abshizalaki, vraiment de ces volumes de texte, c'est qu'il reste au moins la petite étincelle qui existait dans un article qui aurait pu aboutir à des synthèses que personne n'aurait lues et que cependant j'aurais tellement voulu écrire. Merci Xavier. Pour finir vraiment avec le volume, je rappelle c'est fameux monumental entretien que tu as donné à une fidèle ici présent, et nous sommes ravis. Vous le lirez, très suffisait pour le lire, c'est souvent de tous les textes qu'on lit, les textes les plus personnels que contient un volume comme ça. Je sais qu'il a été conçu selon une méthode très particulière. Et j'aimerais poser la question à Ichipel, si vous voulez bien. Vous parlez un peu de la méthode avec laquelle ce entretien a été entretenu. Passe le microphone. Je serai plus de près. C'est assez difficile d'en parler. Naturellement, je ne suis pas capable de donner un résumé de cet entretien. Mais ce que je veux dire, à mon avis, cet entretien est très très réussi. Ce n'est pas mon mérite, mais Xavier a cherché à répondre à mes questions d'une façon très très ouverte. Il les a pris au sérieux. Et il me semble que même pour lui, c'est un parcours assez intéressant. On a suivi les lignes de sa vie et j'avais l'impression que lui, de temps en temps, s'arrête pour analyser ses propres motivations parce que c'était le temps de choix qui n'était pas prévu. En somme, il me semble, si vous lisez cet entretien, vous découvriez Xavier Galmiche, personnalité, même ma personnalité en pluriel. Et évidemment, on en a déjà parlé, Xavier Galmiche est professeur, écrivain. Si vous lisez l'entretien, vous découvrez qu'il y avait un moment dans sa vie où il était tenté par l'idée de devenir journaliste, une prise au sérieux. J'ai l'impression qu'en lisant ce texte, on découvre Xavier Galmiche, multiple, quelqu'un qui n'a jamais planifié les choses, mais se laisser volontiers surprendre un petit peu par ce qui se passe. Et à mon avis, même l'histoire littéraire, comme l'entend lui, c'est quelque chose d'assez intéressant qui prouve ce que je viens de dire. Il me semble qu'il aime beaucoup de voir le revers des choses. Il s'est occupé largement du réveil national, ce qui est une histoire pathétique.
Mais pour lui, non. C'est par le prisme de l'héros comique qu'il a cherché de voir ces choses. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est un regard dont peut-être je ne suis pas tellement capable parce que je suis trop lié à la tradition, à certaines personnes qui sont généralement acceptées. Il s'est occupé de Harappa et on peut supposer qu'un Français, le fils de Rabelais, apprécie surtout ce verbalisme, l'impression de Rabelais. Non. Sénégalais, j'étais en les premières, s'occuper des profondités existentialistes des textes ramaliens. Donc, tout ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et la dernière chose, il me semble qu'il est un grand défenseur des causes perdues, mais il a évoqué le cas de William Ritter, absolument oublié. Lui, ce n'est pas un cas extraordinaire vraiment, c'est un cas extraordinaire, mais il fallait pas venir le découvrir, il fallait le trouver. Donc, à mon avis, je vois la peine de lire cet entretien. Vous avez trouvé tout ce que je voulais évoquer comme ça. Je peux rajouter Oui, merci Eka. Donc en fait, c'était pas la peine de faire cette soirée, si je comprends bien. Il suffit de lire l'entretien. Vous comprendrez tout. Non, je veux dire simplement, il y a quelque chose bien sûr pour moi de narcissique. Donc je le relis sans fin. Je trouve que c'est formidable de lire sa propre vie rédigée par quelqu'un. Mais en fait, il y avait quelque chose d'assez ludique parce que Jirka n'a pas eu il a eu la modestie de cacher le modus operandi de cet entretien, c'est-à-dire qu'il m'envoyait une question par mail et j'avais un petit peu de temps pour y répondre. Mais je n'avais pas vraiment, au début, la liste des questions, il y en a eu 30 à peu près. Et je me suis dit, peut-être il y aura des questions un peu pénibles, gênantes, et voilà, et il faut répondre. Et bon, je pense que ça a marché, c'était un peu parfois surprenant, mais bon, c'était pour moi une sorte de psychanalyse à distance. Un exercice spirituel. Oui. En tant qu'enfant catholique que tu es, parmi une de tes identités si multiples, j'aimerais qu'on passe un peu de temps avant de donner la parole au public sur l'autre ouvrage, beaucoup plus personnel cette fois-ci. Donc, passer par l'entretien, c'était trop bien. Donc, le fameux poulailler métaphysique. Métaphysique, ce qui tourne. On a changé de micro, c'est un problème, vous me dites, surtout dans la cabine. Ça va? Ah non. Ça va. Pardon. Donc, cet ouvrage, déjà, je vais te redemander une énième fois, parce que je pense qu'on t'a posé la question plusieurs reprises. Comment tu qualifierais, du point de vue de genre, monsieur le professeur Garniche, le texte que le poulailler métaphysique? Un texte formidable distingué par le 8 décembre 2021 des plus prestigieux prix littéraires en France, traduit en tchèque par Jean-Gaspard Pavliniček ici présent. Précipitez-vous, si vous ne l'avez pas encore lu, ce que je dis à plusieurs titres, également en tant qu'une de ces personnes qui ont pu participer, ne serait-ce que partiellement, dans la vie de Urbain, dans la vie de ce formidable couple de Xavier et de son époux, partagé à moitié entre Paris et le Perche, la Normandie. J'ai eu donc la chance personnellement de rencontrer plusieurs poules et plusieurs dames, et surtout une qui peuple ces récits. Et je tenais à te demander, ému en fait par cette histoire, Xavier,
C'est un exercice qui nous ferait revenir au tout début de cet entretien peut-être. Comment définir tout le genre que ce texte et surtout les liens qu'il y a entre le professeur Galmiche et Xavier Galmiche, prosateur? Merci. Donc une chose importante pour moi, c'était que finalement, je suis pas très jeune et il y a à peu près 10 ans, je me suis dit, mais tu as donné beaucoup à ta carrière académique, qui était passionnante et qui était passionnante aussi grâce à des merveilleux doctorants dont tu fais partie. Et peut-être par crainte, j'avais peu pratiqué, j'avais quand même une pratique littéraire discrète. Et bon, grâce à beaucoup de choses, grâce aussi au Covid, figurez-vous, l'exposition Ritter n'a pas eu lieu, mais j'ai pu finir ce bouquin. Donc c'était une joie pour moi qui suis profondément Marie-Noël, la poétesse catholique, parlait de la grâce amère d'être plusieurs et en particulier de cultiver une pratique du doute. Vous savez que dans le mot doute, il y a double. Je pense que j'ai toujours douté entre les deux et ça a été une sorte d'épanouissement, d'accomplissement, voilà, de devenir enfin un écrivain et de ne pas cesser en même temps d'être un professeur. C'est un peu, les Tchèques connaissent bien pod oboi, hein. Je suis sous les deux espèces et il y a quelque chose de l'ordre de la célébration et de la transsubstantiation qui est un phénomène mystérieux. Voilà, c'est la présence du mystère et c'est ça qui m'intéresse profondément. Pour le genre du texte, c'est pas la peine de se poser trop de questions. C'est pas un roman, c'est pas une autobiographie, c'est pas un essai, c'est un peu de tout. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a une sorte de sociographie des rurbains, c'est-à-dire ces personnages ruraux qui existent aussi dans la campagne, ce type de rurbains que mon mari Georges, ici présent, et moi-même sommes depuis 15 ans. Et donc c'était aussi la fixation de cette expérience, qui est une expérience sociologique comme d'autres, à travers, et je m'arrête là, des historiettes. Moi je pense que je suis un écrivain d'historiettes, qui sont parfois des historiettes morales. Et pour vous donner un peu l'avant-goût de ce que le poulailler, on avait demandé au traducteur Jean-Gaspard Palenic, qui est ici présent, et à l'auteur, c'est ça, après un petit peu. un extrait de ce texte. Don Juani. Z okolních luhů se zjevily dva zakeslí kohouti. V touze pozemí a společnosti jistě také o lumpárnách. Měl jsem je za šťastný dar z nebes přišlý z hájů. Otevřel jsem vrátka. Způsobile jim prošli dovnitř a nechali se zavřít do bohády. Objevili se jako mávnutím kouzelného proudu. Nikdy jsme nezjistili odkud. Později, příliš pozdě, nás napadlo, že se jich předchozí majitel diskrétně zbavil. Auto zastaví, dva obřenci jsou z něho vypuštěni a řidič prudce vysí krajinou. Podědili jsme dva pěkné darebáky. Působili na mě, jako by přišli z nějaké ruské pohádky. Byli nádherně mnohobarevní. Vydávali se na louku, dnes mě naplňuje veselým vzpomínka na onen kývavý body dvou nazvávých oválů, jednoho do červena, druhého do červena, na pozadí zeleně. Potulovali se, naparovali. Právě to jejich opeření nás však mělo varovat. Pestrobarevné, vulgární, značící prestižní rod, Holandze Grill, řekli nám knihy, jež několik generací mohlo nechat sparchantit nebo zušlechtnit
podle mého pohledu. Malí frajírci. Netrvalo dlouho a z propadení kohouti začali terorizovat celé okolí. Hollonkové děti, síři, záledníci, chuligáni, úchylové. S nimi se započal temný věk mačistické nadvlády, jež měla přinést korunníkům útrapy. Ve stejné době jsem byl zaskočen větší počet kuřat, z nichž se staly kohouti. Posvátný poměr 10 samic na jednoho samce byl ten tam. Statistiky jsou neúprosné. Jeden kohout v průměru pokrývá 20 až 30 krát denně. Tím míň bylo jich 6, včetně o těch dvou hyperaktivních zakrslých, tak brzy měli pokrývat 120 až 150 krát denně. Každý den měla každá z 15 slepic přijít na paškálu 10krát. Což byl jen průměrný odhad, protože některé z našeho pohledu nikoli nejpohlednější jsou vyhledávanější než jiné. Většina z nich snášela svůj osud, jak to šlo. Některé se však ponuřily a když je pronásledoval samec v říji, prchali z jednoho konce louky na druhý. Nebo se 2 či 3 samci předháněli a soupeřili o ně rivalitou udržovaní ve stavu nepřetržité frustrace. Oběti přicházeli opeři, důsledkem samotného pokrývání, během jehož samec ubližuje, štípe do hřeběnku a bodá do zad. I vlivem patetické skleslosti, s níž se tiskly k zemi nehybné, čekajíce, až přejde bouře. Tak ten už syndrom týrané postihl nejvážněji, se natrvalo usadila v ovčinci, kde s ovcemi žila v poněkud odtažité pospolitosti. Téměř jako poustevnice, častujíc každou nevítanou návštěvu výkřiky staré hašeřivky. Těch několik málo brků, které se zachovaly na těle zaživa oškubané slepice, mi připomínaly dlouhé rameny vlasů, jež na obrazech inspirovaných Satoumářem Magdalenou v poušti a jinými anachronity raného křesťanství zakrývají notně nedokonale jejich nahá těla. S tím rozdílem, že staří malíři motivu většinou využívali k zobrazení krásných svlečených žen. Analogie by mohla být platná pouze v případě díla. Existuje takové, ukazujíc poustevnici strápenou svou zkouškou s tělem vyhublým, posetým boláky, sugerujícími divákovi nepříjemný zápach. S výjimkou křídel má nyní slepice kůži takřka obnaženou. Obrovská to červená jízva, jako oběť hlubokých opálenin. Vidím jí vylezat z hortenzí, v níž se ukrývá, jakmile mě zahlédne, vydává pronikavé zavydákání. Její nepříliš příjemný vzhled vzbuzuje úctu. Znetvořená slepice nosí svou ošklivost docela statečně, jako stále znamení někdejší kalvárie. Okázalostní s níž ji vystavuje coby zvíře nevolné a permanentně v defenzivě, také prokazuje důstojnost neštěstí. Ale vraťme se k malým kohoutům frajírků. Nad mým dvorkem začal záhyvat vítr úzkostného feminismu. Všechny slepice se dne na den přestaly snášet. Trvalo mi příliš dlouho, než jsem vzal na vědomí míru traumatu. Oba propadení Don Juani byli první, kdo pocítil radikální nástup nových pořádků. Napil se mě, zabil, oškubal, rozsezal a byli snědeni. Teprve po metodické porážce, s níž zmizelo pár nádherně opeřených a vitálních mladých,
se navrátil klid. Dlouho mařený životní cyklus, který zpravidla přichází s jarem, příliv snášek, vysedávání, líhnutí, byl obnoven až uprostřed podzimu. Čerstvě vyvníhlá kuřátka blesklovají suché listí, jež každou chvíli zachvátí jiný. Poustevnice, jednou provždy v dané věci umíněná, nebyla však z toho zvěsti o nastalém sklidnění uslyšet. Nadále se zdržuje u ovcí, červenová, a ječí, kdykoliv se k ní někdo přiblíží. Tak tomu bude až do její přirozené smrti a možná i déle. Neboť je vůbec představitelné, že by se po tak velké urážce, tak velké vzpouře, tak velké výdrži oválný obraz onoho seškubaného těla ještě dlouho po jejím fyzickém zániku neznášel nad loukou na znamení vytrpěných. C'est donc l'histoire de deux coqs qui sont apparus comme par enchantement devant le poulailler que j'ai laissé par inadvertance et par maladresse entrer. Leur plumage aurait dû nous alerter, multicolore, un peu m'as-tu vu, dénotant un lignage prestigieux, Roland Skriel, d'après les livres, que quelques générations pouvaient avoir abattardi ou anobli selon le point de vue. Petit péteux. Les coqs teigneux ne tardèrent pas à terroriser le monde. Schnappants, graines de voyous, dragueurs, hooligans, obsédés sexuels. Avec eux s'abattait la sombre époque de domination machiste qui désolerait le poulailler. Je fus à la même époque pris de court par de nombreux jeunes poulets devenus coqs. Les statistiques sont sans appel. En moyenne, un coq coche 20 à 30 fois par jour. Les miens, 6 dont les 2 nains, cocheraient donc bientôt entre 120 et 150 fois par jour. Quotidiennement, chacune des 15 poules passerait 10 fois à la casserole. Le plus grand nombre d'entre elles enduraient vaille que vaille leur destin, mais quelques-unes se rebellaient, s'enfuyant d'un bout à l'autre du pré quand un mâle en rut les poursuivait, ou 2 ou 3 qui faisaient la course et se la disputaient, maintenus par la compétition même dans un état de frustration permanente. Les proies perdirent leurs plumes, résultat du cochage lui-même, durant lequel le mâle fait mal, pince la crête et pique le dos, et d'une prostration pathétique qu'elle manifestait en se plaquant contre terre, inerte, attendant que l'orage passe. La plus gravement atteinte de ce syndrome de femme battue prit définitivement ses quartiers dans la bergerie, vivant dans un compagnonnage assez distant avec les brebis, presque en ermite, et poussant contre toute intrusion des cris de vieille acariâtre. Sauf sur les ailes, la poule recluse a maintenant la peau presque complètement à nu, immense cicatrice rouge comme un grand brûlé. Je la vois sortir des hortensias où elle se cache. Elle pousse un caquettement strident dès qu'elle me repère. Cette vision pas très plaisante appelle le respect. La poule affreuse porte assez vaillamment sa laideur, comme le signe permanent de son calvaire passé. Retour au petit coq crâneur. Le vent d'un féminisme anxieux souffla bientôt sur ma basse-cour. D'un coup, toutes les poules cessèrent de pondre. Je fus long à prendre la mesure du traumatisme. Les 2 dragueurs de malheur furent les premiers à faire les frais d'une reprise en main radicale. Je les attrapai, tués, plumés, découpés, et ils furent mangés. Et ce n'est qu'au bout d'un abattage méthodique qui fit disparaître des jeunes au plumage et à la vitalité magnifique que le calme revint. Longtemps contrarié, le cycle vital qu'apporte en principe le printemps reprit en plein automne. Les poussins à peine éclos picorent aujourd'hui dans les feuilles mortes, cibles toutes désignées des frimas qui commencent. Mais l'ermite,
définitivement rétive sur le sujet, fut incapable d'entendre la nouvelle de cette accalmie. Elle continue à hanter le côté des moutons, en rougeoyant et en hurlant dès qu'on l'approche. Ainsi fera-t-elle jusqu'à sa mort naturelle, et peut-être encore au-delà. Car comment penser qu'une telle injure, une telle révolte, une telle endurance ne laisse pas flotter dans le pré, longtemps encore après sa disparition physique, et comme la marque de son supplice, l'image ovale de son corps déplumé. Je vous remercie de votre attention. Je traduis la question. C'est la question des inspirations du poulailler métaphysique. Les Français y ont vu une sorte de réflexion pascalienne. C'est dans la question de M. Rolly. Et en fait, est-ce qu'il y a aussi des images, des exemples dans la littérature, la tradition tchèque? Par exemple, Rolly a cité Jakub Demel et aussi le livre de Vaculík Močata, donc ce qui a été traduit comme les cobayes. Alors bien sûr, je pense qu'il y a chez moi un attachement qui est dû à mon catholicisme assez à la fois discret et persistant, à ce qu'on peut appeler la tradition ruraliste, qui a des aspects assez semblables en fait dans les deux traditions, française et tchèque. Je suis très sensible par exemple à des auteurs comme Giono, Henri Bosco, etc. Et je sais que Jerzy Pelan y a reconnu les histoires d'animaux aussi, donc une sorte de proximité un peu avec la nature, dont on tire toujours une sorte d'enseignement moral un peu brut et un peu sympathique, un peu familier. Voilà. Donc je pense que ça, c'est ma part française. Mais évidemment, j'ai été fort impressionné par cette tradition de ce que Mateusz a appelé, c'est une expression que j'ai utilisée il y a longtemps, les marginaux essentiels de la littérature tchèque, des gens en particulier comme Jakub Demel ou Bohuslav Dejnek, qui ont cette espèce de vision, je dirais, franciscaine de la nature, donc une sorte de franciscanisme qui passe par la simplicité des motifs, des motifs un peu crus, un peu brutaux aussi, dont on vient d'en entendre quelques-uns, mais qui incite à une sorte de méditation, qui n'est pas forcément une méditation métaphysique, mais qui est une sorte de métaphysique de la rêverie, et qui permet de trouver à ces épisodes de la vie campagnarde aussi une sorte de, je dirais presque de signification anagogique, c'est-à-dire de projection vers des sphères hautes. C'est bien pour ça que ça s'appelle le poulailler métaphysique. Enfin, merci beaucoup de la question et du complément aussi. Donc une question de Monsieur Paul Hermite, voilà, avec une belle, un beau mot français à son nom. Donc la question est de savoir si je trouve dans la création poétique tchèque contemporaine des textes et des auteurs qui éventuellement me pousseraient à aussi à retrouver, enfin il dit en comparaison avec la grande génération des Mikulášek, etc., on a l'impression que la poésie tchèque contemporaine est peut-être moins... excusez-moi, je suis pas interprète et c'est difficile de traduire bien, mais en gros c'est ça. Donc ma réponse c'est que, en fait, je pense que d'abord il y a une vraie vitalité de la poésie tchèque contemporaine. Simplement, c'est difficile de suivre. Et je pense que c'est toujours le problème des critiques contemporains, c'est-à-dire qu'on a le nez contre l'actualité et il est difficile de découvrir les gens qui vont vraiment vous enthousiasmer. Alors, j'ai quand même répondu par mon activité un peu à la question, puisque j'ai traduit
un recueil de Radek Friedrich qui s'appelle Croix à Croix, qui est donc un poète de Dietschin, où la thématique des Sudètes est assez forte et où précisément cette présence fantomatique des cultures et aussi des cultures naturelles, les rochers, les oiseaux, etc., est très forte. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à traduire ce recueil. L'auteur en question est maintenant systématiquement traduit par Erika Abrahams. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un nom que nous efforçons avec Jean Gaspard d'imposer dans la conscience française, c'est le nom de Miloš Doležal, qui est pour moi typiquement le successeur de cette tradition franciscaine tchèque, à part que, je ne sais pas si Doležal est dans la salle, mais je lui ai déjà dit et écrit, Doležal a écrit des merveilleux poèmes depuis très longtemps, depuis quoi, 20 ans, 30 ans, oui, 30 ans, mais nous attendons toujours son chef-d'œuvre. Et c'est une vraie question, c'est une question de format. C'est-à-dire que la poésie souvent se concentre sur des petites formes, mais à un moment donné, il faut se remuer. Et donc Miloš, tu dois écrire ton chef-d'œuvre qui, à mon avis, est encore dans les limbes. Merci beaucoup, Xavier Elvis. Merci au public d'être venu si nombreux. Merci aux éditions Caroline. Merci à Revolver Revue. Merci à ce bel maison de l'Institut français de Prague. Est-ce qu'on peut applaudir le professeur poète pour